bonjour et bienvenue à toutes et à tous olympiennes et olympiens. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi, c'est le jour des enfants, mais c'est les vacances aussi. Donc, bonnes vacances à tous ceux qui sont en vacances, les vacances scolaires. Bon anniversaire à tous ceux qui sont nés le 28 février et bonne fête à tous les Romains. Et oui, c'est la fête des Romains, il me semble bien, ça rime en plus. Alors aujourd'hui, on va aborder le sujet principal, on va parler de Pape Gay, comme vous l'avez vu dans la miniature. Est-ce que Pape Gay pourrait prolonger? C'est vraiment la question qu'on doit se poser actuellement. Il a été relancé par Pep Gassé. Et pourquoi pas espérer de voir une prolongation de Pape Gay? On va en parler, les amis, on va aller sur le sujet principal qui a été... donc il y a un article du côté de la Provence, je vais vous le lire ensemble, on va le lire ensemble. Et on va y aller tout de suite, les amis. Let's go. Introduction. Alors, avant d'y aller, l'éphéméride du jour. Et oui, aujourd'hui nous sommes le 28 février et nous avons 4 anciens olympiens qui ont joué à l'Olympique de Marseille qui sont nés le 28 février. On en a un qu'on a connu très bien il n'y a pas si longtemps que ça, c'est Arkadiusz Milik. Arek Milik, donc l'attaquant polonais qui est maintenant du côté de l'Italie, du côté de la Juve, est né donc un 28 février et il vient d'avoir 30 ans pile aujourd'hui. Bon anniversaire à toi Arek. Sinon, les autres joueurs, c'est Philippe Brunel, pour ceux qui ont connu. Donc, c'est un ancien Lensois, si je me souviens bien, milieu de terrain gaucher, si je me souviens bien, qui a joué à l'OM entre 2001 et 2002. Bon anniversaire à toi, Philippe. Bon anniversaire aussi à Fabien Camus. Et bon anniversaire aussi à Paolo Foutré, qui était un grand joueur passé par l'OM, qui malheureusement est arrivé dans une année difficile où il y avait l'histoire au MVA et qui a dû partir, je ne vais pas dire la queue entre les jambes, mais qui a dû partir et en faisant plutôt des prestations moyennas. Je crois qu'il avait joué même pas 10 matchs chez nous, alors que c'était un très très grand joueur, Paolo Foutré, recruté pour... je ne sais pas si à l'époque c'était 20, 30, 40 millions de francs. C'était en francs à l'époque, mais c'était un gros transfert à l'époque, si je me souviens bien, quand j'étais petit. Alors on y va, let's go les cacao. Let's go cacao, on change d'écran les amis. On y va sur quoi? On y va sur le match. Donc ce week-end, nous avons un record à battre. Donc d'abord l'OM doit gagner absolument, mais on a un record à battre avant le live. Le record à battre, c'est 28 petits likes, les amis. Voilà, vous avez le petit pouce ici. Mais en bas, nous sommes à 14. C'est bien, je l'ai programmé depuis hier. N'hésitez pas à continuer à monter ce petit compteur en bas à gauche. Si on peut atteindre 30 ou 40 ou 50 ou 100, pourquoi pas, avant le live, ça serait super sympa de votre part. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous aimez mon contenu, l'abonnement, c'est gratuit. Tu vois, juste en dessous de la vidéo, tu peux t'abonner, c'est gratuit. Tu peux mettre la petite cloche en même temps, comme ça, tu auras toutes les vidéos, tout le contenu que je vais te préparer. Et n'oublie pas aussi à mettre des commentaires, tout ce que tu veux, des likes ici et là. Ça fait toujours plaisir à la chaîne, ça renforce un petit peu la chaîne et la team SHF. Allez, on va sur le match justement. Ce match-là, donc de ce samedi, qu'on sera ensemble à partir de 20h15 sur Twitch et YouTube. L'arbitre, Thomas Léonard, sera l'arbitre de Clermont-Marseille. Il a arbitré 5 matchs de l'OM depuis le début de sa carrière, avec 2 victoires, 3 matchs nuls, 0 défaite. Donc aucune défaite avec cet arbitre-là. 7 cartons jaunes, 12 cartons jaunes du côté des adversaires, 7 cartons pour l'OM, 0 carton rouge pour l'OM et 1 carton pour les adversaires. Donc c'est plutôt positif. Malgré que 3 nuls plus que 2 victoires, je préférais avoir 3 victoires plus que 2 nuls. Cela dit, les stats sont faits pour être déstabilisés et trompés et je ne sais pas quoi dire d'autre. Mais en tout cas, on va essayer de les contourner ces stats et plutôt passer à 3 victoires. Alors, l'arbitre donc Thomas Léonard, il sera assisté de Nicolas Danos, Mehdi Ramouni. Le 4e arbitre sera Antoine Valnet et à la VAR, nous aurons Marc Bollingier, le jeune arbitre qui a arbitré pour la première fois lors du match contre Strasbourg, je crois, ou Metz. On avait fait match nul. Et Christian Guillard, donc à la VAR. En plus, ça rime. Alors, autre chose, maintenant on va passer sur le sujet qui va... Allez sur Pape Gay, c'est celui-là. Jean-Louis Gasset a expliqué à Pablo Longoria que l'union sacrée n'était possible que si toutes les polémiques Klose et Gay étaient mises de côté. Et la fin de la récréation a pu être sifflée. Ces signaux ont été perçus très positivement par les joueurs selon RMC Sport. Voilà, ça va concerner ce qu'on va parler maintenant. Tout de suite, on y va tout de suite d'ailleurs. Tiens, regardez, hop.
on y va sur Pape Gay qui n'est plus au piqué. Voilà, ça concerne cela, ça concerne le dossier Klose. Alors Klose, on va pas en parler aujourd'hui, malgré qu'on pourrait en parler parce que du côté de l'équipe de France, Klose est un petit peu... voilà, c'est pas sûr qu'il y aille encore en groupe avec l'équipe des Bleus. À cause justement du discours un petit peu de Benassia qui a eu à l'encontre de lui, même si Benassia avait ses raisons aussi. Donc maintenant, on va se concentrer un petit peu sur Pape Gay et ce qui va, pourquoi pas, rester à l'OM. Allez, je vous lis ça et vous faites votre propre avis. N'hésitez pas à réagir à tout l'article. Alors, je vous lis ça. Pape Gay n'est plus au piqué. Mis à part pour le reste de la saison depuis son refus de prolonger son contrat qui prend fin en juin, l'international sénégalais a retrouvé le maillot olympien et le terrain grâce à la nomination de Jean-Louis Gasset. Et oui, c'est grâce à Jean-Louis Gasset. Hein. Il a débloqué la situation de Pape Gay en allant voir la direction et Pablo Longoria, comme vous l'avez vu dans le message d'avant, en leur disant « c'est bon, c'est fini la récréation, on arrête avec Klose, on arrête avec Pape Gay, tout le passé, ça reste dans le passé, maintenant on va essayer de se concentrer, on va se mettre tous ensemble pour essayer de réussir cette fin de saison. Sinon, si vous voulez, on continue à faire fuiter des choses à droite à gauche et on continue à se foutre dans la merde. Le groupe ne sera plus concentré, ne sera plus concerné et c'est comme ça qu'on partira tout droit dans le mur. » Donc, Gasset, il a mis les points sur les i, voilà, les barres sur les t, tout ce que vous voulez et il a réglé la chose. Donc, c'est très important de se régler ces choses. C'est très important, ces petits dramas, comme on dit, de régler ces dramas. Allez, je lis l'article et vous réagissez. Hop, on y va. Pointé du doigt par la direction de l'OM, après son refus de prolonger son bail qui prend fin en juin prochain, Pape Gay, 25 ans, était censé finir la saison sans disputer le moindre match avec l'équipe professionnelle. Mais l'arrivée de Jean-Louis Gasset, en remplacement de Gennaro Gattuso, a rebattu les cartes. Le nouveau coach de l'OM avait été cash à ce sujet samedi en point presse. J'ai demandé à la direction d'avoir tous les atouts de Pape Gay. Et Pape Gay, est un joueur que j'apprécie beaucoup. Ce qui s'est passé hier n'est pas mon problème. On parle de demain et il sera dans le groupe. Donc c'était avant le match face à Montpellier. Expliquait-il très simplement. Une phrase balancée comme une banalité alors que la situation de Gay était beaucoup plus complexe. Et on va voir un petit peu quelle est sa situation. Non inscrit sur la liste de l'UEFA et donc absent contre le Shakhtar Donetsk 3-1 jeudi dernier, mais convoqué avec le groupe dimanche pour la réception de Montpellier et entré en cours de jeu 4-1, il est rentré pour une demi-heure quand même. Hein. Le Sénégalais a donc rejoué pour la première fois depuis le 17 septembre avec le maillot de l'OM sur les épaules. À l'image d'Iliman Ndiaye, qu'il faudra revoir dans les mêmes dispositions avant de s'enflammer, Gay est l'un des symboles de la prise de pouvoir tout en douceur de Gasset. Débarqué en Provence la semaine dernière avec l'expérience en bandoulière et la sérénité vissée au crâne, le technicien montpelliérain n'amène pour l'instant que des effets positifs. D'ailleurs, si vous êtes intéressé de voir un petit peu de Iliman Ndiaye, de Pape Gay et même d'Ismaïla Sarr, comment il a réussi à les rebooster, je vous ai fait une vidéo hier, je vous mets le petit i en haut là maintenant, voilà, vous cliquez dessus et vous avez la vidéo d'hier, la quotidienne, vous avez mon avis avec l'article de la Provence, je vous donne mon avis, je fais une petite réaction dessus, voilà, sur l'effet de Gasset sur les Sénégalais, le réveil des lions. Je continue. Cette punition tacite avait été initialement décidée pour sanctionner le comportement d'un joueur qui n'a pas répondu à la deuxième proposition de prolongation formulée par l'OM. Pour lequel les dirigeants estiment avoir mouillé plus que leur chemise. Désireux de s'en séparer avant la fin du mercato hivernal, le président Pablo Longoria est allé jusqu'à parler de manque de respect envers le club. On a soutenu le joueur, on a couvert les frais d'avocat et payé une indemnité à Watford, on lui a permis de s'entraîner. Regrettait-il en janvier. Ça c'est Longoria qui avait un petit peu tapé du poing sur les i aussi dans une conférence de presse. En amoureux et conduit. C'est un garçon très très sérieux, qui donne toujours son maximum. Un joueur sur lequel on peut vraiment compter se féliciter, pourtant Gattuso un mois plus tôt. Pour comprendre l'affaire Gay, il faut remonter à sa signature à Marseille à l'été 2020. Quand les cyprès de la commanderie n'étaient pas encore partis en fumée. En résumé, l'ancien Havre, son club formateur qu'il a quitté libre, déjà, s'était originellement engagé avec Watford avant de rompre son contrat et de donner ses faveurs à l'OM. Une volte-face suffisante, signature à l'appui pour courroucer les dirigeants anglais et voir le litige atterrir au tribunal arbitral du sport, le TAS, après un crochet par la FIFA. À l'époque, Jacques-Henri Hérault, le président préféré de certains, était sûr, on fera un point d'ailleurs sur Hérault et Longoria juste après, vous allez voir. Comme trop souvent persuadé que le club l'Olympien ne serait pas épinglé par les juridiques,
par les juridictions du Ballon Rond. Arrivé un mois plus tard pour succéder à Andoni Zubizarreta, Longoria, alors directeur du football, était beaucoup moins confiant le jour où il a pris connaissance du dossier. L'Espagnol avait raison, car les instances n'ont pas mégoté le 21 juillet dernier, au moment de rendre leur verdict. 4 mois de suspension purgés par le joueur et 2,5 millions d'euros d'amende, prise en charge par l'OM. Gloops, et oui, Gloops, ça passe de travers. Et oui, l'OM a payé 2,5 millions d'euros d'amende, alors que ça aurait dû être Gay qui la paye. Et malgré tout, il n'a pas voulu prolonger, il n'a pas donné de réponse sur le deuxième proposition de contrat, de prolongation. Je finis. Utilisé par Marcelino durant la préparation estivale, Gay, qui revenait d'un prêt au FC Séville, a ainsi été écarté de toute compétition jusqu'en décembre. Ça par contre c'était particulier, hein, que Marcelino l'utilise en pré-saison alors qu'on le savait qu'il n'allait pas jouer pendant 4 mois. Il aurait pu franchement faire autre chose, Marcelino, mettre quelque chose d'autre en place avec les joueurs qui auraient joué contre le Pana par exemple. Ça j'en veux à Marcelino. Ouais, il a fait n'importe quoi, pourquoi mettre Pape Gay titulaire? Je sais pas, c'est bizarre. Le temps de faire quelques apparitions contre Lyon pour fêter sa 100e cape avec l'OM, à Lorient et face à Clermont, il a ensuite filé en Côte d'Ivoire pour participer à la CAN, avec les Lions de la Teranga, aux côtés d'Ismaïla Sarr et d'Ilman Ndiaye. À son retour à Marseille, fin janvier avec une blessure à la cheville, une rumeur a couru dans la cité phocéenne, averti qu'il ne jouerait plus. Le numéro 22 aurait même été prié de vider son casier. C'est une rumeur, hein, c'est une rumeur. Ce n'était pas tout à fait le cas. Et même si la tension était palpable entre les dirigeants et le clan Gay, son entourage se montrait même optimiste quant à une sortie favorable de cette mise au piquet. Voilà, donc même son entourage se montrait même optimiste quant à une sortie favorable de cette mise au piquet. Et ça, c'était quand il y avait la rumeur dans la période de mercato, fin de mercato, quand on l'avait dit qu'il était mis de côté alors qu'il était blessé. Alors c'est pour ça que j'ai peut-être cette réflexion-là de pourquoi pas voir une issue favorable comme il s'est marqué là. Et pourquoi pas qu'on ait une surprise dans pas longtemps en entendant Pape Gay s'est mis d'accord avec l'Olympique de Marseille pour prolonger son contrat. Franchement, moi je le prendrais bien, je m'en foutrais moi du passé. Le passé c'est le passé. Voilà, il y a peut-être eu un embryolio sur une certaine clause ou quoi ou qu'est-ce. Je ne sais pas, c'est tellement compliqué maintenant dans les contrats de football, dans le football actuel, que voilà, il peut avoir un petit truc qui coince. Voilà, il faut mettre un petit peu d'huile, un petit peu d'harissa, et non, harissa ça pique, mais de l'huile au moins ça va grincer. Ça va plus grincer, pardon. Une situation ubuesque dans laquelle un club paie un joueur mais se prive tout de même, il se prive tout de même de ses services car ce dernier ne veut pas aller au-delà d'un contrat, signé en bonne et due forme celui-là. Un conflit inutile, contre-productif et qui écorne surtout l'image de l'OM et les manières de sa direction, capable de se passer de Pape Gay et de ses grands compas pour privilégier Jean Onana et ses gros sabots. Ouais, par contre, les gros sabots de Jean Onana, la Provence, là, vous abusez un petit peu. C'est pas des sabots qu'il a quand même, il a des chaussures de foot. Voilà, c'est un footballeur. C'est un exemple de plus, s'il en fallait un, de l'incroyable propension du club marseillais à s'auto-mutiler. L'éviction de Gattuso faisait-elle partie de l'équation dans l'esprit du natif de Montreuil? Sûrement pas. Mais avec Jean-Louis Gasset, Pape Gay fait son retour à l'OM, même si ce n'est plus que pour quelques semaines. Et ça, la dernière phrase, je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas si on ne peut pas se dire que finalement, Pape Gay pourrait prolonger. Selon vous, la question que je vais vous poser maintenant, est-ce que vous pensez qu'on peut être surpris d'apprendre que Pape Gay va prolonger à l'Olympique de Marseille? N'oublions pas ce qui a marqué là. Son entourage se montrait même optimiste quant à une sortie favorable de cette mise au piquet. Et ça, c'était dans la fin de la période de mercato. C'était il n'y a pas si longtemps, hein. C'était il y a un mois à peu près. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Voilà, donc il y avait juste ce petit article du côté de la Provence. Voilà, je ne vais pas lire l'article de Lyon. N'hésitez pas à réagir. Voilà, c'était concernant le dossier Pape Gay. C'est le dossier principal de la vidéo. Voilà, donc c'est peut-être important qu'il prolonge, qu'on ait encore des solutions supplémentaires. Et s'il prolonge, pourquoi pas? S'il veut partir de l'OM, eh ben, il pourra partir en fin de saison. Pourquoi pas? C'est comme Klaus. Klaus, il faudrait pourquoi pas qu'il prolonge ou alors qu'il soit sûr de partir donc dans un autre club et que l'OM récupère un peu d'argent. Parce qu'au bout d'un moment, voilà, on en a marre des joueurs qui partent gratuitement. Avec Bouba Kamara et tant d'autres, les amis. On va pas les citer, mais bon, ça commence à être pénible. Voilà les amis, on change de sujet, on revient sur l'autre écran et on reviendra pour un autre sujet tout à l'heure concernant bien sûr la Provence et un autre sujet qui est très important à parler.
Alors on revient sur cela, on y va, let's go, on continue. Donc on y va. Alors, hier, l'Olympique de Marseille, donc le groupe marseillais a repris, donc tous en cœur, vous le voyez, sans un joueur qu'on va parler juste après. Donc la séance du 27, c'était hier en photo, je vous la montre. Vous voyez le groupe en rond avec Ghislain Printemps, Bardonado, tous les joueurs concernés qui écoutent tranquillement. Voilà, je vous montre Aminarit, Kondogbia, Sidi Ali qui est toujours dans le groupe pro, Ghislain Printemps. D'ailleurs, ils se sont trompés, regardez, en dessous il y a marqué... Ah oui, ils l'ont changé. Tout à l'heure, il avait marqué Jean-Louis Gasset. Donc, j'ai mis Ghislain Printemps. Ils vont peut-être regarder en live tout à l'heure. Alors, Faris Moumbagna et puis les autres, Soglo, Ulysse Garcia, pardon, Ilman Ndiaye, Ulysse Garcia encore, le groupe au complet. Et puis, c'est tout. Allez, maintenant, on va voir un joueur qui est absent. Et comme je vous l'avais dit, j'ai une crainte. Ça fait un moment que je réclame qu'on ait un petit peu de retour sur cette blessure de Murillo. Et voilà, c'est tombé. Amir Murillo sera encore absent plusieurs semaines. Il souffre toujours des adducteurs, suit un protocole de soins précis et le staff médical ne veut prendre aucun risque. Le Panaméen ne devrait donc pas pouvoir reprendre la compétition avant la prochaine trêve au moins. Au moins, attention, hein, même après la trêve, c'est pas sûr. Et la trêve, regardez, c'est jusqu'à quand? Regardez, c'est encore un mois. Hein. Regardez, c'est encore un mois. La trêve, elle arrive le 17 mars. Et ça reprend le 31 mars. Et c'est pas sûr qu'ils reprennent justement face à Paris. Donc le 31 mars, ça fera plus d'un mois encore. Déjà qu'il a manqué un mois, ça fera 2 mois d'absence. Pour les adducteurs, quand même, voilà, je sais pas si c'est pas peut-être une pubalgie, je sais pas, je suis pas vraiment médecin, mais en tout cas, ça traîne en longueur. Voilà pour le calendrier si vous voulez voir. Donc on va du côté de Clermont samedi, on sera ensemble. On reçoit ensuite Villarreal en Coupe d'Europe. Ensuite, on reçoit Nantes en championnat. On se déplace à Villarreal. On se déplace à Rennes et après c'est la trêve. Voilà, on se reposera et on reviendra en pleine bourre. Pourquoi pas pour taper les Parisiennes. Voilà, et après on enchaîne Lille, Nice, Toulouse, Lens, Reims, Lorient et Le Havre pour terminer ce championnat. En espérant qu'on continue, pourquoi pas, l'Europa League et qu'on la gagne. Voilà, qu'on soit en Champions League. Allez, on enchaîne les amis, avec quoi? Avec des stats. Allez, je vais vous abreuver de stats. Il y aura des stats aussi sur Longoria et pourquoi pas Jacques-Henri Hérault. Voilà, vous verrez un petit peu une comparaison des stats. Alors, les joueurs les plus influents devant le but. Vous avez les buts, vous voyez en bleu foncé. Les dernières actions, c'est quoi? C'est les passes décisives, donc celle-là. Et les avant-dernières actions, c'est les avant-dernières passes. Voilà, c'est simple. Par contre, là, StatOMP, je crois qu'il s'est peut-être trompé sur les passes décisives. Il a mis 9 passes décisives à Aubameyang. Je crois qu'il en a 8. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il a 8. Concernant Klose, oui, il est à 9. J'ai regardé sur 2-3 sites, il est à 9. Donc ça fait quand même pas mal de joueurs qui sont avec plus de 10 si on fait l'assemblage. Ça fait Aubameyang qui a 18 plus 9. Allez, je vais rester à 9. Ça fait 27. Ça fait énorme quand même en trentaine de matchs. Klose, ça fait quand même 11 en stats. C'est pas mal pour un latéral droit finalement. Verretou, 10. Voilà, donc on a 3 joueurs qui dépassent les 10 en stats. Après, on a NDI qui a 6 passes décisives quand même. 3 buts marqués, c'est pas mal. 2 buts marqués pour Harit, 7 passes décisives, ça fait 9 aussi. Vitinha qui est parti avec 4 buts et 5 passes décisives. 5 buts pour Ismaïla Sarr, 4 passes décisives, c'est le contraire. Ensuite, vous avez Mbemba, Unai, Gigot, Kondogbia, Gigot, Murillo, Rongier qui a 4 avant-dernières passes décisives et pas de stats en passes décisives. Balerdi, Correa qui n'a aucune stat non plus. Enrique qui n'a aucune stat non plus. Voilà, vous avez toutes les stats à l'écran. Et là, Merlin, il a une dernière action, c'est-à-dire c'est une passe décisive qu'il a fait. Mais oui, elle compte pour la passe décisive qu'il a fait contre... c'est contre le match contre j'ai oublié, contre Metz. Avec Faris qui marque. Voilà les amis. Voilà les... D'ailleurs, Moumbagna, il est... Oui, il est là. Moumbagna, il est là. Allez, on enchaîne avec les stats, les amis. On enchaîne avec d'autres stats, avec cette fois le joueur du mois de février. Donc ça se jouera entre 2 joueurs, Pierre-Emerick Aubameyang et Iliman Ndiaye. Ça a été ma surprise, parce que Iliman Ndiaye, finalement, il fait le bon match contre Montpellier, d'accord. Mais qu'est-ce qu'il fait d'autre? N'hésitez pas à me dire, est-ce que c'est Iliman Ndiaye qui mériterait d'être avec Aubameyang en finale? Je ne sais pas. En tout cas, moi, j'ai voté, j'ai mis Aubameyang. Pour ma part, Aubameyang mérite largement d'être devant. Voilà. Après, peut-être qu'il y a un autre joueur que j'ai oublié. Peut-être Balerdi. C'était peut-être le mois de janvier, peut-être Balerdi. Mais n'hésitez pas à me dire, quel est pour vous le joueur du mois de février? Donc là, c'est entre Aubameyang et Ndiaye. Mais si vous en avez un troisième, n'hésitez pas à me le proposer dans les commentaires. Allez, un autre joueur qui n'est pas le joueur du mois de février, ni celui de janvier, ni celui de mars, ni celui de... Peut-être mars, on ne sait jamais. Ni celui de décembre, ni celui de novembre, ni celui de septembre, ni celui de octobre, j'ai oublié, ni celui de août. C'est Joaquin Correa qui, avec l'OM, a joué 9 rencontres et a gagné 0 match. Voilà, vous voyez, 5 matchs nuls, 4 défaites. Next go.
Let's go. Correa, le faiseur de barbecue, le cuiseur de barbecue. Allez, maintenant on va sur un autre sujet les amis, j'en ai parlé dans le live d'hier, je vais vous poser une question et vous allez répondre dans les commentaires, me donner votre propre avis dessus. Aubameyang a-t-il déjà compensé le départ d'Alexis Sanchez? C'est une question simple, voilà. Est-ce que vous pensez qu'Aubameyang a déjà réussi sa saison comparé à Sanchez? Est-ce que vous pensez qu'il a déjà fait autant que Sanchez? Et Eric Dimeco nous a répondu du côté d'RMC, c'est la preuve de la nouvelle tyrannie des stats, le cancer du foot. On te fait passer un joueur énorme dans tout, alors que l'an dernier, pardon, excuse-moi pour Sanchez, derrière, un mec qui a fait 6 mois, mais catastrophique. Donc il parle de Aubameyang qui a fait 6 premiers mois catastrophiques, et je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. Il a fait 6 premiers mois moyennas, mais catastrophique, c'est abusé. Il nous a tenus à bout de bras sur le mois de décembre, ça c'est sûr. Et même les mois d'avant, il avait marqué quelques buts. Voilà, donc pendant que les autres attaquants qui étaient à côté de lui, eh ben, il n'avait pas de stats et il ne statait pas. Il n'y avait que lui qui marquait. En Coupe d'Europe par exemple. En championnat un peu moins quand même, hein, beaucoup moins même. Mais cela dit, il n'a pas été le seul dégueulasse. Ça aussi, il faut le voir. L'équipe a été dégueulasse. Alors que comparé à Sanchez, dans la période de toute la saison qui s'est bien déroulée jusqu'à la fin, parce qu'après la fin c'était un petit peu en eau de boudin, mais Sanchez, il avait une équipe autour de lui qui marchait bien. Donc si tu mettais une équipe qui marchait bien avec Aubameyang, peut-être qu'on verrait encore un meilleur Aubameyang, Eric. Je sais pas, moi je répondrai comme ça. N'hésitez pas à réagir au sujet Aubameyang à Sanchez. Alors moi, je vais pas comparer les deux parce que c'est pas vraiment les mêmes profils. Et moi, je vais vous dire, ils sont tellement complémentaires que j'aurais aimé avoir les deux. Voilà, Sanchez, j'ai kiffé, surkiffé l'année dernière. Et Aubameyang, on commence à kiffer. Pas encore surkiffé, mais on commence à kiffer tranquillement. Voilà, il est déjà pas mal de buts marqués, il nous porte en Europe. En championnat, ça va un peu mieux, il marque quand même des buts depuis quelques temps. Donc espérons qu'il continue Aubameyang et qu'il ouvre le ketchup à fond. Allez, un autre sujet les amis, on continue avec une autre question. Papin a refusé l'équipe pro de l'OM, on y croit ou pas? Vous y croyez ou pas? Est-ce que vous y croyez ou pas? Et derrière Eric Dimeco qui nous a répondu. Je l'ai eu au téléphone récemment, il est épanoui avec les jeunes, il s'éclate. Et depuis qu'il a dit que les mecs ne travaillent pas assez devant les buts, il n'a pas bonne presse dans le vestiaire. Voilà, donc il y a eu un retour apparemment du vestiaire qui ne serait pas d'accord avec Jean-Pierre Papin, comme quoi les attaquants, surtout, voilà, les buteurs de l'OM, ne travaillent pas assez devant le but. Voilà, il n'y a pas de spécifique comme il avait dit. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à réagir. Est-ce que vous pensez que Papin a voulu avoir l'équipe pro ou pas? Et d'ailleurs, on va réagir sur Papin, puisqu'il y a une petite réaction du côté de RMC Sport. Donc c'est Flo Germain qui nous relaie. Jean-Pierre Papin qui nous parle et il nous dit: à partir du moment où on joue pour un club, on doit respecter son blason. L'OM est encore plus particulier, car c'est un club qui est tellement à part dans la vie des Français. Quand on a la chance de faire partie de ces jeunes-là, pour aller là où ils veulent aller, c'est-à-dire dans une des équipes les plus cotées en France, il y a des messages à faire passer. Donc ça c'est Jean-Pierre Papin qui nous parle. Et maintenant, on va aller regarder sa réaction en entier du côté de la Provence. Les amis, on y va, let's go. Cacao. Allez, on y va. Alors, Jean-Pierre Papin, dans un entretien accordé à RMC Sport, Jean-Pierre Papin est revenu longuement sur son nouveau rôle d'entraîneur de la réserve olympienne. Jean-Pierre Papin est devenu entraîneur de la réserve olympienne nationale 3 le 30 novembre dernier pour tenter de sauver une formation en perdition qui pointait alors à la dernière place du classement. Depuis, les Olympiens ont repris des couleurs et sont désormais 8e, 20 points. Oui, il les a fait remonter, hein. Il a gagné sur... alors, c'est pas marqué son ratio, je crois que sur 7-8 matchs, il a dû gagner 5 matchs. Un ou deux matchs nuls et une défaite. Je crois qu'il a perdu qu'une seule fois. De la poule A, donc 20 points de la poule A, 8e. Avec notamment les retours de Kassim Abdallah, ancien latéral droit de l'OM en pro. Là, cette fois, il a 36 ans, il joue avec la Nationale 3. Et Stéphane Sparagna, 29 ans, qui évoluait à Aubagne. Passé par l'équipe A il y a quelques saisons déjà, comme je viens de vous le dire maintenant. Dans un entretien accordé à RMC Sport, ça c'est le plus important, Jean-Pierre Papin s'est confié sur son nouveau rôle au sein du club, après avoir confirmé que sa prise de poste était son choix, car l'équipe réserve était mal en point. Et que son rôle, qui l'intéressait au plus haut point, il a précisé les motivations qui l'ont poussé à relever ce défi. Ce qui nous manque, c'est le terrain, l'odeur du vestiaire. Ce qui me manque, non il a dit, non, ce qui nous manque, c'est le terrain, l'odeur du vestiaire. Les discussions, le football comme on aime le voir sur le terrain, nous dit Jean-Pierre. J'ai du mal à le vivre. Quand on est en dehors, le football m'a accompagné toute ma vie. Sans ce football-là, je ne me sens pas très bien. Il s'est également expliqué sur sa vocation pour le métier d'entraîneur à l'issue de sa carrière de joueur. Ça m'a plu tout de suite. En tant qu'entraîneur, ça lui plaît. Je suis vite retombé sur mes pieds car c'était peut-être même aller un peu trop vite.
Il aurait peut-être fallu passer un rôle d'adjoint. Je me suis trompé quelquefois, mais il n'y a que comme ça qu'on arrive à comprendre les choses. Aujourd'hui, je ne suis plus le même coach qu'il y a quelques années, donc c'est tout bénef pour moi. Donc ce qui veut dire par là, c'est qu'il a pris un petit peu d'expérience, un petit peu de recul, là, et pourquoi pas, dans pas longtemps, prendre une équipe 1. Voilà, peut-être pas de l'OM, hein, peut-être d'une autre équipe. Voilà, peut-être qu'il va sortir du club. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Et je vous lis la fin, les amis. Une alchimie réelle avec son groupe. Depuis l'arrivée de Jean-Pierre Papin, les Olympiens n'ont perdu qu'un seul match, comme je viens de vous le dire, face à Gallia Luciana le 0-1 le 20 janvier dernier, en 8 rencontres, j'avais dit 7, voilà, en 8 rencontres, et se sont même offert une victoire de prestige sur la pelouse du leader istrien 0-3 lors de la 13e journée. Voilà les amis, le petit article sur Jean-Pierre Papin, n'hésitez pas à réagir, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'un jour on verra Jean-Pierre Papin diriger l'Olympique de Marseille pro? Pourquoi pas l'année prochaine, l'année d'après? N'hésitez pas à réagir. Allez, on change d'écran et on passe sur les stats que je voulais vous montrer entre Longoria et Jacques-Henri Hérault. Alors, le classement de l'OM en moyenne sous Longoria est de 4. Voilà, le classement, vous voyez, il y a un gros 4, un ticket, c'est la place, la position moyenne sous Longoria. Sous l'ère Longoria, on est 4e au classement de Ligue 1. Voilà, vous voyez les classements, par exemple en noir c'est Largué, il a fait pas beaucoup de matchs, vous voyez il y a juste un petit trait au milieu. Sampaoli, alors j'ai le curseur, je sais pas si vous voyez, ouais, il y a Sampaoli qui est en bleu ici, donc Sampaoli il est arrivé en 2020-2021, il avait fait une demi-saison et après il avait repris. Sampaoli la deuxième année c'est la bleu ciel, vous le voyez là, comme ça on a terminé deuxième à la fin, c'est plutôt presque la meilleure avec Tudor, ça se joue entre lui et Tudor en vert, voilà, deuxième, on est redescendu à 5e, ça allait moins bien là, après on est remonté 3e, deuxième, 3e, 3e, deuxième, 3e et on a fini 3e en queue de boudin. Derrière on a cette année que vous voyez là, Marcelino en jaune. Finalement, il fait un début honorable. Il ressemble à la moyenne qu'on avait. Voilà, on était là. Et derrière, on a Abardonado qui reprend, 7e. Et Gattuso qui reprend. Bah, Gattuso, ça n'a pas allé. Gattuso, il n'est pas monté au-delà de la 6e place. Et après, maintenant, on a Gasset qui vient d'arriver ici. Donc, il vient de faire un match. Voilà, il est arrivé 9e et il reste 9e. Voilà, sous Longoria. 4e, c'est la place, la position moyenne sous Longoria. Maintenant, je vous montre la position moyenne sur Jacques-Henri Hérault. Voilà, sous Hérault, nous avons la place moyenne qui est de 5,3. Après, quand il est arrivé, il y avait la vente du club, on était en reprise. Voilà, donc c'était compliqué. Voilà, on était vraiment en fond du classement. Et il y a Garcia qui est arrivé, vous voyez, c'est un petit peu plus confus là. Voilà, faites votre propre avis, faites une pause et regardez-vous parce que j'arrive pas à le décrypter. On voit par exemple en bleu, là on a le bleu, le deuxième, c'est André Villas-Boas qui est arrivé, qui a fait une demi-saison et il est arrivé avec le Covid, on était deuxième. La deuxième saison de Villas-Boas en bleu ciel, on a fait une saison moyenne, on a terminé, il est parti, il était 6e je crois ou 7e, ouais, c'est marqué 6e là. C'est Largué qui a repris, il était 6e, il a perdu, il a terminé 7e. Et après c'était la fin. Après c'était la fin. C'était la fin puisque après c'était la fin de Hérault. Voilà. Voilà les amis, faites-vous votre propre avis entre les deux présidents. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Maintenant, on va partir un petit peu sur l'actualité en général. Donc là, on a une petite info qui est tombée sur le programme 13e homme. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est. Voilà, donc ça concerne tout ce qui est en lien avec le hors sportif. Voilà, donc une collaboration entre l'Olympique de Marseille et France Travail s'est concrétisée dans les locaux du FC Castellane. La mission principale sera de proposer un parcours sur mesure à 300 jeunes issus des quartiers prioritaires. Voilà, c'est juste pour mettre cette info là. N'hésitez pas à réagir si vous avez envie de réagir. Autre chose, cette fois pour le e-sport. Vous l'avez vu peut-être en live hier quand vous étiez avec moi. L'Olympique de Marseille a perdu malheureusement sur son match en retard de la 3e journée contre le champion à titre Lorient. Donc 2-0, défaite de l'OM. Et malheureusement au classement, ils redescendent à la 6e place. Et ils sont juste à la limite du barrage. Parce que si on termine 7e, je parle de l'Olympique de Marseille en e-sport, ils ne feront pas les playoffs en fin de saison. Et ils ne seront pas champions donc. L'année dernière, ils ont terminé 2e, ils ont perdu en finale contre Lorient. Et l'année d'avant, ils avaient perdu contre Lorient, encore une fois, donc 2e. J'espère que cette année, ils vont gagner, pourquoi pas, ils vont remonter, ils vont rester au moins dans les 6 premiers et gagner derrière. Allez, autre chose, des petites anecdotes au compte-gouttes. Maxime Lopez, donc du côté du Média Carré, on l'avait entendu cette interview-là. Je vous relaye un petit peu si vous ne l'avez pas entendu, vous, de votre côté. Maxime Lopez qui nous parle. En janvier 2019, je suis proche de quitter l'OM pour le FC Séville qui allait faire une offre de 20 millions d'euros. Mais Zubizarreta me bloque. Non, il est invendable, nous dit Zubizarreta. D'ailleurs, lui, il partira quelques mois après. Rire. Bon.
Je sais pas si c'était vraiment une anecdote importante à vous faire relier, mais c'était juste pour vous la relier tranquillement. Allez, une autre anecdote concernant Payet. Insolite, un supporter du Vasco de Gama a décidé d'appeler son fils Kelvin Payet Brito Fernandez. Vous voyez, il y a l'acte de naissance juste en dessous. Il y a marqué là, ici, regardez. Kelvin Payet Brito Fernandez. Voilà, un fan absolu de Payet, dorénavant. Allez, autre chose maintenant, la légititude. Donc, la billetterie qui est ouverte pour OM Villarreal, le match du 7 mars à 21 h au Vélodrome. Vous avez les places ouvertes au grand public, des 39 €. Les places ouvertes aux membres du peuple bleu et blanc. Et voilà, les amis, si vous voulez, vous achetez une place et participer. Voilà les amis, je crois que j'ai terminé sur tout, je crois. Je regarde derrière, non, j'ai plus rien. J'ai plus rien. Voilà les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à noter la vidéo, la force avec le like, les commentaires et tout ce qui va avec. On se retrouve demain pour un nouveau numéro du Point Marseillais et un autre sujet principal à aborder ensemble. Vive le foot chez Sabache Foot. Force à vous. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais force à tout le monde. Voilà, force à tout le monde. Et allez l'OM surtout. Allez, ciao, ciao, ciao les amis. Ciao, ciao, ciao.